Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Auditeurs et auditrices de l'émission Action et Point de Vue, bonjour à tous et soyez les bienvenus dans votre émission de proximité fidèle au rendez-vous. Nous sommes ensemble pendant 45 minutes pour parler de la réduction du trait de vie de l'État et de la prolongation répétée de certains cadres retraités au poste de responsabilité. À la technique Loïs Mbou et Fred Obunga, à la réalisation Benzenzila. Devant ce micro, votre humble serviteur Omer Elenga. Bon confort d'écoute à tous. À compter d'aujourd'hui, créons la rupture avec les mentalités déviantes et les comportements pervers du passé. Je cite, la paresse, le laxisme, l'irresponsabilité, l'inconscience, la corruption. Ce n'est pas fini. La fraude, la concussion, l'ethnocentrisme ou l'instinct grégaire, le népotisme et la tendance à la gabégie. La nouvelle république est de soki ozalaka moto alokuta na kombo ya baninga par rapport à mabe epai ya chef pona baninga bakoya qui anti-valeur na corruption gabégie à bannir. Encore une fois, bonjour. L'économie congolaise est durement éprouvée depuis plus de 5 ans. On est passé d'un choc intérieur à un autre choc. En 2014, ce fut le choc pétrolier. Ses effets négatifs ont été renforcés en 2020 par la pandémie du Covid-19. Il s'agit de corriger ces déficits internes et externes. La réduction du déficit des finances publiques implique une redéfinition de la politique fiscale, une évolution du mode de gestion des ressources naturelles, une mobilisation accrue des recettes budgétaires, enfin une maîtrise des dépenses publiques. Il s'agit aussi d'encourager encore plus les exportations tout en maîtrisant mieux les importations. L'État doit veiller année après année à résorber son endettement extérieur de façon à le rendre soutenable. Chers auditeurs, dans son discours d'investiture, le président de la République avait pris l'engagement parlant de l'État protecteur de veiller à la bonne gouvernance. Réécoutons Denis Sassou Nguesso une fois de plus. En résumé, ce ne sont pas les outils qui manquent, c'est le courage de s'en servir. Eh bien, ce courage, soyez-en persuadés. Eh bien, ce courage, soyez-en persuadés, ne nous manquera pas. Nous l'aurons, je m'y engage, pour lutter contre les antivaleurs. Nous l'aurons, je m'y engage, pour lutter contre les antivaleurs dans les administrations et les organismes publics. Nous l'aurons pour élaborer une politique nationale de lutte contre la corruption et renforcer les moyens dont sont dotés la haute autorité, l'inspection générale des finances et le contrôle général de l'État. Nous l'aurons pour appliquer à l'encontre des détournements de fonds, de l'enrichissement illicite et du favoritisme une politique de tolérance zéro. La réduction du trait de vie de l'État, la question fait délier les langues. Au cours d'un conseil des ministres tenu en mode présentiel, la question de la réduction du trait de vie de l'État a été examinée dans le réajustement du budget de l'État exercice 2021. Réécoutons le ministre en charge de la communication, porte-parole du gouvernement, Thierry Lézé Mongala, dans cet extrait. Les transferts
vont baisser de 10,8% pour poursuivre la réduction du train de vie de l'État. Les investissements se contractent de 21,6% eu égard à leur faible niveau d'exécution, aussi bien sur les ressources externes que sur les moyens librement affectables. Les autres dépenses, anciennement appelées charges communes, vont progresser de 4,9%. Les budgets annexes sont reconduits à leurs niveaux initiaux. Par contre, les comptes spéciaux du Trésor vont baisser de 6%. Le solde budgétaire global se dégrade de 28,1% à cause des faibles performances projetées en matière de recettes, moins 11,1%, en lien avec l'activité économique. L'objectif de contenir le solde budgétaire de base hors pétrole à un niveau relativement maîtrisé implique l'élargissement de l'assiette fiscale et un meilleur rendement des services fiscaux. En financement, il est projeté une amélioration des ressources de 1,55%. Par contre, les charges de trésorerie vont baisser de 13,1% par rapport à leur prévision initiale. À la même occasion, le gouvernement avait saisi cette opportunité pour encourager le départ de certains cadres admis à la retraite. Une fois de plus, réécoutons le ministre porte-parole du gouvernement, Thierry Lézé-Mongala. Pour les salaires et traitements, la réduction graduelle des dépenses de personnel sera poursuivie en encourageant les départs à la retraite avec la possibilité de renforcer les effectifs de l'enseignement, de la santé et des affaires sociales. Ces dépenses vont baisser de 3,1% par rapport à leur niveau initial en raison des économies déjà réalisées sur les 6 premiers mois d'exécution budgétaire. Les biens et services vont connaître quant à eux des ajustements obligeant à consentir des efforts pour la réduction des charges de 17,8%. Oui, la réduction du train de vie de l'État, on en parle. Le ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public, Roger Rigobert Andeli, présentant la loi des finances rectificative, revient sur la rigueur qui ne permet pas le laisser aller. On l'écoute. Au niveau des dépenses courantes, la trajectoire prise par le gouvernement est clairement à l'ajustement, de manière à commencer à réduire le déficit budgétaire hors pétrole et de contribuer de la sorte à la soutenabilité des finances publiques. Ainsi, le train de vie de l'État baisserait de 7,5% dans le cadre de cette loi de finances rectificative. Premièrement, du fait du non-renouvellement des départs à la retraite, sauf pour les secteurs de l'enseignement, de la santé, des affaires sociales, de l'agriculture et du développement durable. Les autres départements ont suffisamment de ressources humaines pour former les jeunes qui y sont et pour qu'ils continuent à travailler. Quand je prends l'exemple de mon propre département, le nombre de jeunes que nous avons est extrêmement important. C'est le moment de leur donner leur chance également de pouvoir travailler. Ils sont déjà pris en charge, ils peuvent valablement remplacer les départs à la retraite. Nous avons prévu également, dans le cas des 7,5% de réduction du train de vie de l'État, certains rabotages des dépenses au titre des biens et services. Et l'exemple que j'aime bien prendre est souvent celui des missions officielles, souvent des séminaires de ceci, des colloques de cela. On peut, en temps difficile, essayer de trouver les moyens de faire des économies à ce niveau. Et le nettoyage des fichiers des établissements publics qui émargent au budget des transferts. J'ai trouvé dans les dossiers que m'ont laissé mes prédécesseurs beaucoup de rapports de l'Inspection générale des finances que je compte exploiter, sérieusement exploiter. Il est fait souvent allusion à des gens qui sont payés, qui ne travaillent pas, qui sont absents, à d'autres qui ne vivent même plus au Congo, etc. Nous allons procéder à une revérification de tout cela pour que les salaires ne soient versés véritablement que ceux qui sont inscrits dans les fiches de paie de l'État et qui travaillent et qui sont présents au travail comme cela se doit. Et nous savons qu'il y a quelques abus, parfois même en termes d'attribution de primes, qui sont indus. C'est donc à ce nettoyage que nous allons procéder. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté quelconque. Cette réduction du train de vie de l'État de 7,5% ne fait aucunement allusion au salaire des Congolais, ne font aucunement allusion à l'emploi, mais les faussaires seront traqués. La réduction du train de vie de l'État, le prolongement des fonctions de certains hauts cadres retraités n'empêche-t-il pas le recrutement des jeunes? Le téléphone sonne, les Congolais ont soif, les langues se délient. Allô?
Allô? Allô? Vous Allô, nous... monsieur Levelinga. Ah, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Brazzaville. Votre réaction au sujet de la réduction du train de vie de l'État. Oui, monsieur Levelinga, je tiens à vous dire que l'autorité congolaise n'a que le verbe, n'a pas l'action. C'est aujourd'hui qu'on parle du train de vie de l'État. Mais depuis 2019, quand le FMI avait exigé ça pour réduire le train de l'État, qu'est-ce que les Congolais ont fait? On n'a rien fait. Comme ils avaient le miel, ils ont négligé. Maintenant, c'est trop tard. Les gens qui se sont enrichis sur l'argent de l'État. Mais ils ne sont pas inquiétés, mais si on peut réduire le train de vie aujourd'hui. Ils ne sont pas inquiétés, M. Merelinga. Mais le gouvernement a combien de ministres? C'est le début de l'État. Il fallait le réduire depuis là. On est après le 40 ministres. Tout ce qui se dit là, le résultat ne se ferait pas voir. Je connais le Congolais. Il n'a que le verbe, il n'a pas l'acte. Oui, M. Merelinga, lui, les salaires, ça passe. Ça ne sont pas touchés. Mais les pensions, M. Merelinga, font problème. Pourquoi ça fait problème? L'État ne font pas problème. Mais les pensions font problème. Pourquoi? C'est un mot de considération pour les pensionnaires. Où allons-nous, M. Merelinga, ce pays-là, qui est riche, mais mal géré? Non, mais attendez voir, M. Merelinga. Merci beaucoup. Le technicien me fait signe qu'un auditeur fait sonner le téléphone. Bonjour. Allô? Allô? Allô, je vous suis. Présentez-vous. Je m'appelle de Massengo. On m'appelle Bess. Le train de vie de l'État a démarré depuis 1960 et il se poursuit. Donc, à ce moment-là, on pourra savoir du point de vue de tous les programmes exécutés, à quel moment on a constaté que le train de vie va vite. Puisque le ministre est intervenu, des Finances est intervenu dans le rectificatif du budget, que diminution du train de vie de l'État. C'est qu'entre-temps, il était accéléré. Alors, en ce moment-là, les investigations sont claires. Ça veut dire que les charges de l'État étaient supérieures à la commande véritablement. En ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir à la moyenne. Il faut revenir à la moyenne. Ce que le ministre hier a déclaré, c'est la moyenne. C'est-à-dire, en fonction de nos moyens, on gère l'État. Si on ne tient pas compte de la moyenne, on exagère. C'est d'où le train de vie de l'État. On ne peut pas imaginer que quelqu'un qui a pratiquement 70 ans, devenu ministre, commence encore à construire un immeuble. Il va le laisser à qui? C'est là où intervient cette affaire de détournement, de ceci, de cela. Voilà donc ce que je voulais un peu dire, parce que c'est pas long, pour dire tous les gouvernements qui se sont succédés, ils ont été remaniés à 30%. Les anciens 70%, les nouveaux 30%. Et ce sont les nouveaux qui assurent le train de vie là plus rapidement, ou c'est les nouveaux anciens depuis 20 ans qui assurent ce train-là. C'est ça mon problème. Voilà mon point de vue sur comment vous dire, le train qui s'en va, qui est parti. Je vous dis merci de votre participation. Merci. Il faut continuer. Le peuple vous suit. Maintenant, il faut attendre les conséquences. Est-ce que l'Assemblée capte ce que le peuple dit? Est-ce que l'Assemblée qui a pour rôle de contrôler l'État capte ce que le peuple dit? Merci, Lingomé. Merci, Bess. Toujours de Brazzaville, bonjour. Bonjour, M. Merelinga. Votre réaction? Monsieur Merelinga, la triple alliance crise économique et financière, crise sanitaire, crise des valeurs, aujourd'hui met le gouvernement de notre pays au pied du mur, donc à la croisée des chemins. Aujourd'hui, M. Merelinga, les cadres qui ont terminé avec l'administration et que l'on prolonge leur séjour dans cette même administration, certainement par expérience. Il y a des secteurs qu'il faut également épingler, comme l'enseignement, la santé, les services de la force publique, parce qu'un médecin, je prends ce cas, qui est formé et qui a fait 32 ans, 34 ans de service, par rapport à ce jeune médecin qui vient de Cuba, s'il est chirurgien comme le premier, eh bien, il a fort à perdre, surtout que depuis pratiquement plus d'une décennie, on n'a plus intégré les médecins. Ces jeunes gens sont dans l'obligation d'apprendre auprès des vieux. Mais cela ne signifie pas que le gouvernement doit éternellement continuer à faire la prolongation des cadres qui ont terminé. L'autre question sur la réduction du train de vie de l'État, c'est une question que le Parlement congolais doit regarder au peine fin, parce qu'il y en a qui profitent de leur situation au niveau de l'administration pour faire des missions insensées, des séjours prolongés à l'étranger, et comme ceci au détriment des populations qui périssent ou qui croupissent dans la misère. Cet endettement qui est causé par la triple alliance, comme je l'ai dit en amont,
crise économique et financière, crise sanitaire et crise des valeurs, est une situation que le gouvernement Colin Makosso doit prendre à bras le corps. Il ne s'agit plus de faire comme ce que nous avions vu depuis 2010, où les gens blaguaient avec de l'argent de l'État et sans rester impunis. Donc, Omer Elinga, pour cette question, je crois que c'est ma part de proposition ou de suggestion à faire au gouvernement. Le train de vie de l'État on ne doit pas penser à ça comme le ministre Rigobert Andeli l'a dit il y a quelques jours, qu'il faut le faire à 7,5%. Comme ça ne concerne pas les salaires des travailleurs, c'est une bonne chose. Il faut regarder là où il faut faire pour que cela aille de l'avant, que ça soit pérenne. Bernard Kani-Okoua, je vous dis merci de votre participation. C'est à moi de vous remercier que je souhaite longue vie à l'émission. Et en passant, je salue tous les auditeurs et tous ceux qui participent à cette émission. Merci Omer Elinga. Merci Bernard Kani-Okoua. Allô? Bonjour. Présentez-vous votre réaction. Bonjour, monsieur Obéa, depuis Saint-Benoît, Bonji. Vous intervenez pour la première fois dans cette production. Votre réaction est attendue. Je pense que c'est une décision judicieuse dans la mesure où il y a des jeunes qui ont également des compétences qui peuvent aussi servir l'État. Parce que je suis vraiment très effaré de constater qu'il y a des gens mis à la retraite et qui continuent d'exercer alors qu'il y a des jeunes qui ont étudié et qui travaillent même, qui peuvent également occuper ces postes pour quitter. Je vous prendrai l'exemple au niveau de la direction générale des douanes. Un jeune, il n'a pas 50 ans, il n'a pas non plus 60 ans. Alors, s'il a été nommé là, c'est parce qu'on avait en lui des compétences qui, bien évidemment, servir l'État. Donc, ceux qui sont mis à la retraite, en continuant à négocier des prolongations, eh bien, sont en train d'entraver le développement. Pourquoi je le dis? Parce que pour la plupart, c'est pas une injure, ne maîtrisent pas l'outil informatique. Aujourd'hui, l'outil informatique est devenu, l'expérience s'acquiert aux jeunes, de pouvoir également être compétences en exergue, au service de l'État. Chez les autres, c'est pas comme ça. Monsieur Obéa, je vous dis merci. Je vous en prie. Excellente journée à vous. Merci beaucoup. De Bonji Saint-Benoît à Oyo, il n'y a qu'un pas. Bonjour Elinga Tipo. Les Congolais vous écoutent. Bonjour, monsieur le journaliste. Monsieur le journaliste, gérer et prévenir la réduction du train de vie de l'État et la prolongation de l'âge de la retraite est une disposition économique qui devrait se pratiquer, mais pas d'une manière aveugle ou par simple mimétisme dans le temps et dans l'espace, en tenant compte de la conjoncture économique. Au stade actuel où le Congo est au sous-sol de la pauvreté, avec un endettement chronique et une incapacité notoire de payer les pensions des retraités, les bourses des étudiants, une telle initiative est souhaitable. Pour notre part, monsieur le journaliste, la réduction de vie de l'État, qui est l'une des mesures de l'FMI, et la prolongation de l'âge de la retraite reste pour le gouvernement Colin Makosso, qui nous écoute, la voie de salut pour le peuple congolais. Nous constatons avec profond regret des charges quelquefois inutiles à l'État, telles que le budget colossal des deux chambres, l'Assemblée et le Sénat, avec des charges telles que les descentes parlementaires, qui se font rarement ou pas du tout par certains parlementaires. La limitation des voyages des gouvernants. Bon, ici nous disons que nous prenons le cas des descentes de chef de l'État à Oyo. Quand le chef d'État descend ici à Oyo, on a comme l'impression que c'est tout Brazzaville qui est à Oyo. Il y a l'encombrement, comme vous avez su le dire, dans les ambassades des agents en fin de mandat. Il y a la prolifération des institutions sans impact positif sur le social, à l'image des conseils consultatifs de la jeunesse, et conseils des sages. La liste est longue. Bien. Tout ceci, bien décortiqué, permettait à l'État d'aller de l'avant, mon cher ami. Voici notre appréciation sur la réduction des temps de vie de l'État et de la prolongation de l'âge de la retraite. Elinga Tipo, je vous dis merci de votre participation. Non, c'est à nous de vous remercier, mon cher ami. C'est à nous de vous remercier. Nous saisissons de votre micro pour souhaiter un bon dimanche au colonel Emmanuel Mbengue. Un autre auditeur est en ligne. Bonjour, présentez-vous. Monsieur Deyenga, depuis Owando. Oui, Eugène nous appelle d'Owando. Bonjour Eugène. Bonjour, monsieur Omer Elinga. Je vous écoute.
Merci, M. Omer Elenga. On ne parlera pas assez de la réduction du train de vie de l'État et de la prolongation de l'âge de service de certains cadres admis à la retraite. D'abord, au sujet du train de vie de l'État, je dis qu'il est très lourd et cette charge est due aux politiciens. Quand je parle de politiciens, je vois les ministres, les députés, les sénateurs et tous ceux qui errent avec des intentions suspectes autour du parti au pouvoir. Monsieur Omer, comment pouvez-vous comprendre qu'un colonel est retraité, qui n'a pas une activité commerciale, ils ont mieux aucune unité de production de continuer à construire une maison en hauteur, simplement parce qu'il a une fonction au niveau du parc. Je réitère, M. Omer Elenga, toujours, de revoir les salaires des ministres au rabais. Je sais que demander aux députés, aux sénateurs de faire passer cette loi, ce serait très difficile parce qu'ils s'y retrouvent. Mais de grâce, ils comprennent et prennent conscience que l'écart salarial est très grand entre eux et les fonctionnaires congolais. Je parle là d'instituteurs, infirmiers et autres. À quelque chose, malheur est bon. Le Covid-19 est venu ralentir la dilapidation des fonds du trésor public causés par les voyages ministériels abusifs en Europe et partout dans tout le monde entier. Cependant, M. Omer Elenga, concernant les cadres qui ne veulent pas aller à la retraite, l'État est complice parce que l'âge de la retraite est connu chez nous au Congo. Aucune personne n'a commencé à exercer avec expérience. L'expérience s'acquiert au fur et à mesure que l'on sert. Donc, la farce d'expérience ou d'élite et érudits ne tient pas debout, M. Omer Elenga. Je rappelle encore qu'à chaque époque, une philosophie. Donc, aux anciens de partir et de laisser la place aux jeunes. Bien évidemment, comme les textes le stipulent. Voilà, M. Omer, de façon succincte, ce que je tenais à dire à tout ça. Monsieur Eugène, M. Omer, je vous dis merci de votre participation. c'est moi qui vous remercie, mon cher frère. De Wesso Fortuné est en ligne. Bonjour Fortuné. Bonjour, M. Omer. Les Congolais sont à l'écoute, même ceux vivant à côté du parc touristique d'Odjala. Monsieur Omer, je vous dis que c'est un véritable obstacle pour le recrutement des jeunes. Pourquoi je le dis, Monsieur Omer? Aujourd'hui, on a une population de près de 4 millions d'habitants. Un pays de 4 millions d'habitants, nous pouvons rester aujourd'hui près de 2,5 millions chômeurs au Congo, Monsieur Omer. On s'est dit que ça ne va pas, Monsieur Omer. Pour un pays de 4 millions d'habitants, on a plus de chômeurs que les fonctionnaires. Ça, c'est déjà un problème. Maintenant, si on regarde le discours du président de chaque fois l'investiture, l'emploi des jeunes, nous allons opérer quel miracle par rapport à des traversées que le pays est en train de traverser. Monsieur Omer, je vous dis qu'il manque de suivi, où il y a certains cadres admis à la retraite qui continuent le service, qui sont en train de financer à la hiérarchie, qui aujourd'hui les empêche d'être assis ou bien aller s'asseoir comme une personne déjà admise à la retraite. C'est ça un problème, puisqu'on a des parents là-bas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les maintenir toujours. C'est comme si les jeunes n'ont pas appris, même dans les registres financiers, c'est la même chose, M. Omer. Mais quand on voit la réduction du train de vie de l'État, M. Omer, nous avons aujourd'hui le non-respect de certaines mesures dictées par le FMI, que le ministre dernièrement avait dit que la dette est insoutenable, le FMI ne peut pas nous aider. Maintenant, nous nous demandons quels sont les miracles que le président de la République va opérer pour l'emploi des jeunes, pendant qu'il y a de ceux-là qui sont admis très longtemps et qui continuent le service. C'est ça le grand problème, M. Omer. Mais aujourd'hui, le salaire d'un membre du gouvernement, si aujourd'hui on pouvait dire que non, les jeunes doivent travailler, les jeunes doivent être recrutés. Mais le salaire d'un membre du gouvernement peut recruter même 500 jeunes, M. Omer. Vous voyez dans quel état nous sommes dirigés. C'est très difficile pour que les jeunes travaillent, M. Omer. Donc c'est très difficile, M. Omer. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où les jeunes ne peuvent pas avoir de l'emploi
parce que la situation plus difficile et l'État ne fait aucun effort pour que les jeunes soient recrutés et qu'ils trouvent de l'emploi. C'est ça le grand problème, monsieur le maire. Donc c'est ça, c'est que nous enregistrons. C'est difficile parce qu'il manque la vigilance. Et pour certains, ils se disent qu'il y a des parents qui sont là-bas. Maintenant, on doit continuer à faire ce travail. Ce sont eux qui ont appris, les autres n'ont pas appris. Les sans-emploi qui sont assis là n'ont pas appris. Donc on va continuer à gérer le pays comme ça. Le système est très difficile, monsieur Omer Elenga. C'est très difficile. On ne sait pas comment éradiquer, comment contourner ça. Fortuné, je vous dis merci de votre participation. Je vous remercie également, monsieur Omer Elenga. Merci beaucoup. Dinfondo, bonjour. Bonjour, monsieur Omer Elenga. Il s'agit de Lucien Bokendié. Lucien Bokendié depuis Fondo. Merci beaucoup, monsieur Omer Elenga. Aujourd'hui, avec la récession économique, il est tout à fait normal que l'État pense à réduire son train de vie. Et nous venons de suivre lundi dernier le ministre des Finances, en présentant le collectif budgétaire, dire que la réduction du train de vie de l'État est un impératif, mais que cela ne va pas toucher les salaires des fonctionnaires. Malheureusement, il n'a pas dit, il a parlé en termes de pourcentage, 7%, mais on n'est pas rentré dans les détails. Mais au moins, c'est une nécessité, il faut vraiment qu'on puisse réduire le train de vie de l'État. Bon, maintenant, s'agissant de la mise à la retraite ou du fait que certains hauts cadres sont retenus pour nécessité de service, est-ce que cela ne pose pas un préjudice aux jeunes qui aspirent à rentrer à la fonction publique? Bon, je ne sais pas, mais ce qui est vrai, les textes existent bien au niveau de la fonction publique, font état de ce qu'on peut prolonger de quelques années la retraite pour nécessité de service. Vous voyez, monsieur Omer Elenga, dernièrement, nous avons dit que si on n'arrive pas à payer régulièrement les pensions, il y a certainement le fait que les cotisants sont moins nombreux que les bénéficiaires. Bon, aujourd'hui, l'État ne recrute pas. Et même si l'État doit recruter, mais celui qui arrive, est-ce qu'il est capable de remplacer un DG avec toute l'expérience que le DG a? Et je crois que pour moi, l'État a raison, en appliquant également les textes, de retenir certains cadres qui peuvent apporter un plus à l'État. Mais pourquoi ne pas envisager même de réduire les salaires de certains hauts cadres, les ministres, les sénateurs, les députés? Pourquoi ne pas envisager de réduire leurs salaires pour que l'État puisse bénéficier d'un peu? On ne le dit pas parce qu'on est citoyen lambda et qu'on est contre certains. Non, mais on le dit parce qu'aujourd'hui, très sincèrement, l'État n'arrive plus à respirer. Voilà, M. Omer Elenga. Lucien Bokendié, je vous dis merci de votre participation. Merci beaucoup, M. Omer Elenga. De Pointe-Noire, Jules Mesmer fait sonner le téléphone. Bonjour, Jules Mesmer. Bonjour, M. Omer. On n'a plus assez de temps. Votre réaction est attendue. Monsieur Omer, par qui la réduction du train de vie de l'État devrait commencer, si cela pouvait exister? Avec nos gouvernants qui ne sont pas intègres et dans un pays où les mots d'ordre ne sont que de simples slogans. Tenez, monsieur le maire, les ministres qui ne payent ni l'eau, ni l'électricité, ni le gasoil ou l'essence ont des salaires allant de 10 à 15 millions par mois. Les députés, les sénateurs gagnent assez d'argent par mois, sans compter les primes et les descentes parlementaires, dont certains ne rendent même pas compte à leur mandat. Rien qu'avec ces trois institutions, monsieur le maire, l'État pouvait récupérer au moins 300 millions qu'il fallait réduire de leur salaire, même 1 million, monsieur le maire. Les gens sont vraiment sans pudeur, ils n'ont pas pitié de leur pays. Parlons des cadres qui ne vont jamais en retraite, malgré leur âge, monsieur le maire. Existe-t-il au monde des personnes indispensables? Comment quelqu'un peut rester à un poste de responsabilité pendant au moins 20 ou 30 ans? Pourquoi il devient inefficace? Il perd même son autorité. Ce n'est pas normal que d'autres Congolais ne vont jamais en retraite. Ils ont quel statut pour ne pas aller en retraite, monsieur le maire? Pour un cadre qui gagne 600 à 700 000 par mois, s'il part en retraite, on peut recruter 3 jeunes qui gagneraient 150 à 200 000 francs.
Et s'il y a 30 de cette catégorie qui vont en retraite, on pourrait recruter plus de 150 jeunes. Le maintien de ces veillards au poste de service est un grand handicap pour le recrutement de nos jeunes. Monsieur Omer, si les premiers n'étaient pas partis en retraite, eux, ils auraient pu être nommés à ce poste-là. Ils ont le droit d'aller en retraite comme tous les autres Congolais. Dans ce cas, on mettrait la retraite pour tout le monde à 70 ans, comme ceux-là qui sont là, 70 ans, 75 ans, qui ne vont pas en retraite, alors qu'ils gagnent énormément d'argent pour ne rien, ils ne font rien pour la population. Voilà mon point de vue, monsieur Omer. Jules Mesmer, monsieur Omer, avez-vous un dernier mot? Le dernier mot, c'est qu'on souhaiterait qu'un jour les dirigeants nous entendent et qu'ils prennent en compte tout ce que nous déclarons. Cette émission-là existe pour qu'on essaye un peu de changer les mentalités, que ce soit de nos gouvernants, du peuple congolais. Il faut qu'on change un peu, pour que dans deux matins, qu'on parle un peu du Congo. C'est tout ce que j'avais à dire, monsieur le maire. Je salue tout le monde et tous ceux qui nous écoutent. Jules Mesmer, je vous dis merci. Là, vous y allez. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous appelle déjà? Comment? Comment vous appelle déjà? C'est Emmanuel Massé. Alors, votre point de vue au sujet de la réduction du train de vie de l'État et le prolongement de l'âge de la retraite pour certains hauts cadres qui sont restés là depuis longtemps. Bon, sur le train de vie de l'État, c'est la conséquence d'une récession budgétaire. La conséquence d'une récession budgétaire. Il faudrait que l'État regarde son organisation d'une manière générale. Tout au niveau des communes ruraux, on a mis en place récemment là. Il y a des petits villages qui ne méritaient pas avoir un maire, mais ces hommes-là, ils ont été mis en place, et ils sont payés, et je ne sais pas quel est l'impact sur le budget de l'État d'une manière générale. Avez-vous un message à dire aux autorités? Il faudrait bien que le gouvernement fasse un audit d'abord et sache combien de retraités il y a dans le pays et combien il faut exactement débloquer. Parce qu'il y a des morts qui sont là qui ne méritaient même pas d'être payés. Voir si c'est des fictifs. Tout ça là, il faut faire en ce moment-là et la situation serait claire. Mais je me réveille que ça se passe d'ici la fin de l'année. Monsieur? Un audit sera possible, peut être fait d'ici la fin de l'année par exemple. Martin Emmanuel à Pointe-Noire, je vous dis merci de votre participation. Oui, merci beaucoup. Terminons ces appels avec Jean-Marie Makaya. Oui, Jean-Marie Makaya nous appelle de Pointe-Noire. Bonjour Jean-Marie Makaya. Bonjour monsieur Omer Elenga et bonjour à tous. Vous êtes en ligne. Ce qui était un rêve, monsieur Omer Elenga, pour les uns, va devenir une réalité pour les autres. C'est-à-dire la prolongation de l'âge de service de certains cadres admis à la retraite, monsieur Omer Elenga. Pour le club de foot dont j'ai l'insigne honneur de diriger, nous pensons, M. Omelenga, que c'est un grand obstacle pour le recrutement de ces nombreux jeunes qui attendent cette action. Nous ne savons pas si les décideurs ont pris leur temps de faire une bonne péréquation dans cette décision, à savoir, M. Omelenga, entre les cadres, alors que parmi ceux-là, nombreux sont retraités mais qui ne veulent pas quitter leur poste, comme vous dites si bien. Et les subalternes, où est-ce qu'il y a la plus grande masse à retenir? Et pourquoi en faire un secret de polichinelle, M. Omelenga, à la population active? Monsieur Roger Andeli, qui, devant l'Assemblée et le Sénat, avait dit que nous devons traquer les faussaires. Mais ça, c'est des faussaires qu'on retrouve. Ça, ce sont des faussaires. Quand on est retraité, il faut laisser le poste. Mais si on s'accroche, moi, je les prends pour des faussaires, monsieur Omelenga, ils doivent quitter. Il faut qu'ils partent. Pour que cette réduction du train de vie de l'État soit bien effective, je pense qu'il faut qu'on se regarde d'abord soi-même. Il faut qu'on se mire, tel que vous le dites. Le gouvernement est pléthorique. Les conseillers sont très nombreux et d'autres fonctionnaires encore qui sont là plus nombreux. Je crois que là aussi, il faut à tout prix que l'on dise quelque chose. Il faut une réduction des effectifs. Parce que il y va de la paix des fonctionnaires, disons des pensionnés. Voyez-vous, mais tant qu'on a ici beaucoup de travailleurs et par là aussi beaucoup de travailleurs, cela va encore empiéter au retard, et pour dire un retard criant dans le paiement des pensions. Monsieur Omelenga, je pense qu'il s'agit de regarder de fond en comble. Il faut réduire, même si on a décidé que ce soit seulement dans une certaine corporation, comme on a dit, à l'enseignement, à la santé, à l'agriculture, etc. Mais il faut aussi qu'on se regarde. D'abord, dans le gouvernement, il faut réduire. Quand c'est pléthorique, il faut réduire. Les conseillers, il faut réduire, et ainsi de suite. Je crois que c'est comme ça, M. Omelenga. Nous mettons un terme à notre conversation. Je vous dis merci de votre participation. Merci, M. Omer Elenga. Merci de m'avoir accordé ce temps pour que je puisse intervenir. Mais longue vie encore à l'émission, M. Omelenga.
Merci beaucoup et bon dimanche. Merci beaucoup, bon dimanche. Oui, nous avons tous compris que les Congolais veulent participer à la gestion du pays à travers ces points de vue. Écoutons tout de même les points de vue des citoyens congolais, en commençant par le point de vue de Mana, la femme sacrée. Je dis politiquement, le train de vue de l'État peut être réduit avec la conscience des politiques du pays. Tu sais, on peut diminuer le nombre de ministres, on peut diminuer le nombre de DG, on peut diminuer le nombre des conseillers, on peut travailler durement aujourd'hui pour gagner mieux demain. C'est ça qui permettra à ce que le train de vue soit un peu réduit. Ça, c'est par rapport à ma conception. Laisser un directeur général longtemps pendant la retraite, c'est aussi un problème à bien regarder parce qu'il y a l'expérience. On ne peut pas mettre un jeune DG d'une entreprise. Tu sais comment ça s'est passé ici après la conférence nationale, lorsque certains jeunes ont été mis comme DG. Ils partaient dans tout le sens et le travail a été confondu avec la maison. Pour éviter ce genre d'erreur, il faut que les anciens puissent former la jeunesse avant leur retraite. Si on ne forme pas les jeunes avant leur retraite, comment les jeunes viendront leur remplacer? Il y a un problème aussi. Il faut qu'il y ait la formation. Si le jeune rentre, je donne un exemple, par un BPC, il peut aller jusqu'à la licence avant qu'il n'arrive aux hautes fonctions. Ça, c'est parce qu'il a fait des formations. Lorsque le jeune n'est pas formé, il a fait le surplace, il est comme un manœuvre. Or, au fond, s'il y a des formations, il y a les cadres qui forment la jeunesse, il y a le relais qui se fait voir. Là, ça fait bien. Mais être dans un poste de responsabilité, beaucoup d'années, même après la retraite, bon, c'est aussi une difficulté. Mais moi, je propose que l'État puisse bien regarder avant, au fur et à mesure, il faut former pour donner l'expérience. Parce que lorsqu'il n'y a pas d'expérience, c'est nul, hein? Nous avons fait des recensements ici avec les ministres passés. Est-ce que ceux qui étaient absents dans leur poste de responsabilité, leurs salaires ont été supprimés? Ceux qui habitent à l'étranger, ceux qui sont assis à la maison depuis des années et des années, qui ne travaillent pas, qui viennent toucher le salaire, est-ce que leur salaire a été supprimé? Ça, c'est des points d'interrogation. Ça, c'est la sagesse de l'État. On ne peut pas en parler n'importe comment, mais moi, je dirais que l'État prenne encore des rigueurs. Parce que lorsque nous étions encore petits, on voyait des gens qui partaient au travail déjà 6 heures. Mais pourquoi cette fièvre-là a pratiquement disparu? Mais pourquoi il n'y a pas de sanctions pour les gens qui font mal? Moi, je souhaiterais que ceux qui font mal, qu'ils soient punis. On ne peut pas réduire le trait de vie de l'État avec le comportement des gens qui ont fini et qui continuent toujours de fonctionner. Comment tous ces gens qui ont fini n'ont aucun droit à l'État? Mais s'ils commettent, qui peut les sanctionner? Qui sont déjà hors test et ils sont souvent bien payés. Alors, on ne reverse rien à la CNSS, on ne reverse rien à la CREF. Cet argent, logiquement, les gens devaient être recrutés par rapport à ces gens qui continuent toujours les services. Et on devait avoir un peu d'argent au reversement dans les caisses de l'État et les enfants puissent travailler. Tout le jour, il y a que renforcement des capacités. Ça veut dire qu'ils n'arrivent pas avec les mêmes gens qui viennent au travail toujours à partir de 9h, 10h, 11h parce qu'ils sont bien fatigués. Ils ont toujours bénéficié de la confiance du pouvoir public pour nuire le recrutement des jeunes. Nous qui parlons, on va vers la retraite. Quand on finit. Mais il y a les lois pour ça, non? Quand tu finis. Mais pourquoi on les garde? Peut-être que le FMI fait de telle manière qu'on ne fait pas le recrutement. Mais ça, c'est un faux débat. Le FMI n'a jamais travaillé correctement pour le développement africain. S'il voulait travailler pour le développement africain, il devait faire le recrutement global et puis faire les budgets spéciaux par rapport aux besoins. On ne peut pas avoir le retrait de vie. Mais tout ce que le président a laissé de côté, peut-être par confiance ou manque de confiance, tout le monde est ramené au rang de ministre. Et il gagne combien? Si quelqu'un se présente à 15 millions, il y a combien de travailleurs congolais qui pouvaient gagner cet argent? Et pourquoi il n'y a que eux? Les autres, non. Mais si les gens sont des petites sectes et tout, parce qu'on ne peut pas faire du mal aux autres, mais pourquoi vous dites qu'on ne fait pas le mal aux autres? Nous qui sommes en bas, les autres là, qui ne travaillent pas, vous ne faites pas mal. Dieu, c'est seulement eux. Dieu les voit parce que vous ne faites pas mal. Mais ceux qui n'ont pas le boulot, de 40 ans, 55 ans, qui ont appris aussi comme eux, peut-être même plus, il n'y a pas une vision, il n'y a pas une politique spéciale pour les jeunes. Pour la jeunesse, on est derrière le recrutement. Promesse du chef de l'État. Les retraités doivent partir. Nous, on doit rentrer.
On en a besoin. Réduire les dépenses de l'État, c'est prendre en compte nos futurs salaires. On en a besoin. Alors, chers aînés, chers papas, chers grands-pères, vous avez fait votre temps. Laissez la jeunesse aussi venir, monter, prendre la relève pour que le Congo puisse aller de l'avant. Bonjour, M. Cyril. Bonjour, M. Omer Elenga. Votre point de vue au sujet de la prolongation de la retraite pour certains hauts cadres admis à la retraite et même de la réduction du train de vie de l'État. Monsieur Omer Elenga, c'est une question à la fois complexe et simple. Complexe parce que, la structure administrative est faite de sorte que quand une personne est indisposée, appelée à d'autres fonctions, décède ou va à la retraite, la structure administrative est faite de sorte que la machine ne puisse pas s'arrêter. Voilà pourquoi il y a directeur général, directeur central, chef de service, chef de bureau, collaborateur. Mais les dossiers ne sont jamais traités par une seule personne pour que l'on dise qu'elle est forcément indispensable. Et donc, en réalité, un cadre qui a tel âge la retraite, qui plus est un directeur général, et qui puisse faire prévaloir ses droits à la retraite, ne serait en rien un handicap dans la machine administrative. Je dis, c'est quand même simple à comprendre. Il faut que les décideurs nous aident à comprendre pourquoi il y a des cadres nantis, on va dire, haut placés, haut gradés, qui devraient aller à la retraite à 60 ans, jusqu'à 67 ans, 68 ans, ils sont là. Et d'autres qui devraient aller à la retraite à 65 ans, jusqu'à 70 ans, ils sont là. C'est un peu les décideurs qui doivent nous aider à comprendre pourquoi il en est ainsi fait. Mais raisonner ainsi, c'est comme si on faisait un peu, toute proportion gardée, un peu comme une injure à l'État, qui ne formerait pas les cadres. Et pour se contenter, des mêmes pendant des temps illimités. C'est là où la complexité. Sinon, c'est simple, quand on atteint la retraite, c'est vrai qu'on peut bénéficier de la confiance, les textes existent, oui, mais on peut aller à 2 ans, 3 ans, si on a déjà 5 ans, au-delà, ça me paraît assez difficile à comprendre. Mais cependant, c'est vrai qu'il y a de la compétence quand on atteint la retraite, c'est une maturité indéniable. Et on peut faire recours à vos compétences pour gérer un projet, mais spécifique, qui dure dans le temps. Parce que sinon, on empêche à d'autres d'accéder à ces mêmes fonctions. On exagère quand même. Il y a des directeurs qui sont restés là pendant 10 ans et pourtant admis à la retraite. Oui, mais ils ne sont pas là par leur propre gré, par leur bon vouloir. Je ne pense pas qu'ils sont là parce qu'ils veulent être là. Et parce que je pense, je peux peut-être me tromper, que l'administration, je dis les décideurs qui doivent les mettre à la retraite ne le font pas. Et puis, la plupart du temps, c'est des postes de directeurs généraux et qui sont là, c'est pas parce qu'ils ont un salaire. Apparemment, quand tu atteins la retraite, le salaire, lui, ce mécanisme-là dans la gestion des carrières, il est coupé. Mais c'est des avantages subsidiaires, mais qui prennent à ce moment la place des avantages essentiels qui font que, les uns et les autres puissent imaginer les mécanismes pour rester aussi longtemps là. Mais c'est plus pour les privilèges et non pour les devoirs. Ce qui empêche le recrutement des jeunes qui attendent. Est-ce que le recrutement des jeunes en dépend? Parce que les DG, les directeurs ils sont arrivés, ils sont au bout du parcours. Et les jeunes, ils sont au début. Combien sont-ils, les DG ou les directeurs qui sont admis à la retraite même s'ils pouvaient partir, combien de jeunes on va prendre? C'est plutôt, ça retarde à ce que les gens moins âgés puissent accéder à ces fonctions-là, aussi pour apporter ce qu'ils peuvent apporter, aussi pour essayer de rafraîchir la pratique administrative, pour faire que l'État soit de plus en plus compétitif, de plus en plus efficace. Je pense qu'en mettant la volonté, en mettant l'intelligence à profit du bien commun, à profit de l'intérêt général, on peut faire de sorte que l'État puisse quand même recouvrer beaucoup plus de ressources pour faire fonctionner le pays. Merci beaucoup. Merci, Omer Elenga. Oui, les Congolais se sont exprimés. Il s'agit là d'une fiche directe aux autorités de tenir compte de ces points de vue, disant tout simplement que la réduction du train de vie de l'État est un passage obligé pour faire décoller l'économie congolaise. C'est donc la fin de cette production qui a connu la technique de Loïs Mbou et Fred Obunga. La réalisation était celle de Benzenzila, Omer Elenga, c'est moi. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Réagissez en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Bon dimanche à tous. Au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.